à tous, merci d'être venus à cette troisième édition des ateliers MJC. J'espère que tout le monde nous entend. Ces trois petits webinaires qu'on vous a préparés sont sur le thème de la création d'un environnement viable pour votre structure et pour votre entreprise, si jamais vous en avez une. Le premier webinaire commence avec la chère Maraison et son invité sur la consommation responsable et le bien-être de la société. Je vous laisse la parole. D'accord, donc là vous m'entendez bien, tout le monde m'entend. Donc bonjour à tous et merci de nous avoir invités pour cette occasion de parler avec vous. Alors on est en webinaire, c'est vraiment le lieu d'un échange, ça va ressembler un petit peu à un cours quand même, parce qu'on a prévu des slides, on a prévu des slides pour donner un peu de substance à notre entretien, mais le but est vraiment de partager avec vous notre centre d'intérêt là sur cette consommation responsable, la question de la responsabilité, etc. Alors, nous sommes donc, je vais citer en premier Jean-Marc, parce que je pense qu'on te voit bien, toi Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc Ferrandi, qui est à Oniris et qui est à distance, qui est avec nous, qui vous présentera particulièrement, Jean-Marc, le baromètre de notre cher, le baromètre Maraison. Donc Jean-Marc. Ensuite, je vais présenter donc Marie-Christine Michelet, qui est à côté de moi. Donc Marie-Christine, beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle est professeure à l'Institut Montpellier Management. Elle a été directrice de MoMA jusqu'à récemment, avant que ce soit Céline Samut, responsable de la mention marketing commerce, co-responsable du master marketing et communication des organisations, cofondatrice de la chaire Maraison. Christophe Dory, donc expert comptable, RSA Conseil à Paris, donc n'hésitez pas aussi à l'interroger. Et Christophe va représenter la raison pour laquelle certaines entreprises peuvent soutenir une chaire, ce qui va être l'objet majeur de notre présentation. Donc Christophe Dory, chacun se représentera peut-être. Et je suis moi-même Anne Miol, je suis professeure à l'Institut Montpellier Management. Je suis responsable de la mention management du groupe organisation et cofondatrice. Donc Marie-Christine, Jean-Marc et moi qui sommes fondateurs de cette chaire Maraison. Alors, comme l'organisation de cette présentation, si vous voulez, donc je vais prendre la parole pendant une dizaine de minutes sur l'introduction. Pourquoi sommes-nous sur ces questions de responsabilité? Ensuite, je laisserai la parole à Marie-Christine sur la chaire Maraison. Pourquoi avons-nous créé cette chaire? Ensuite, je donnerai la parole à Jean-Marc sur le baromètre de la chaire Maraison et puis ensuite à Christophe sur les mécènes de la chaire. Alors, en introduction, moi, si vous voulez, la question qui me semble importante, c'est responsable. On parle beaucoup de cette responsabilité, on a de l'actualité, on a Pierre Palmade, là, on a des accidents autour de nous, on se pose la question de la responsabilité. Quand on est sous emprise de stupéfiants, est-on responsable? Oui, mais on a conduit, donc on a pris part à des conséquences très dommageables. Est-ce que ce sont les conséquences qui font la responsabilité? Est-ce que c'est la décision, l'intention qui fait la responsabilité? Sommes-nous responsables? L'êtes-vous, vous, en tant qu'étudiant professionnel, ceux qui vous suivez là, est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous êtes contributeur du bien-être de la société? Et nous-mêmes, nous qui sommes présents là, dans ce webinaire qui allons vous parler, le sommes-nous responsables? Est-ce que nous sommes responsables? Et en fait, ce n'est pas simple de répondre à cette question. C'est difficile de répondre à cette question. En réalité, j'en parlais un peu aux étudiants du master management de la distribution, je leur dis, est-ce que vous êtes responsable? Et alors, j'entends un étudiant qui me dit, moi, on m'a dit que je l'étais responsable. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on lui a confié les responsabilités. Tout d'un coup, on m'a dit que j'étais responsable d'une tâche, d'une mission. On m'a confié une responsabilité. Bon, ça, c'est une chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de se sentir responsable. Est-ce que je me sens responsable? Alors, par exemple, il y a une jeune fille aussi qui a dit, ah, moi, je pense que je suis responsable de mon petit frère. Vous voyez, donc c'est assez... Alors, est-ce qu'on est responsable en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que conducteur? Vous voyez, qu'être humain. Donc, on est vraiment... Voilà, donc moi, je vais vous faire une introduction. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis allée chercher un peu auprès des philosophes pour introduire cette question de la responsabilité que nous nous posons à nous-mêmes. Sommes-nous responsables? Et ensuite, donc, on ira sur la consommation responsable, très vite, et peut-on contribuer à un bien-être global, notamment en ayant une consommation plus responsable. Donc, dans ce webinaire, nous vous proposons notre réponse à nous quatre, à ces questions. Donc, responsable, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes des universitaires, nous prenons toujours les définitions, les notions et leurs définitions pour nous aider à répondre.
On a une première définition qui est être responsable, c'est être un individu autonome, capable de s'autodéterminer, de construire une vie par soi-même, de décider de son comportement, ainsi que d'exercer une certaine maîtrise sur soi et son environnement. Donc on est responsable, autonome et responsable de ses décisions, évidemment. Une autre conception de la responsabilité, quand on prend l'étymologie du sens responsable, on est sur respondere, qui veut dire répondre, être à la hauteur. Donc là, vous voyez, on a un peu une autre dimension qui est liée, bien sûr, donc être comptable de ses actes et de ses paroles. Un sujet de droit, c'est un sujet capable d'imputation, c'est-à-dire il est capable de porter les conséquences de ses actes. Et effectivement, s'il a commis un acte, il est dans l'obligation de réparer les dommages, de subir la peine, et c'est ça sa responsabilité. Je suis responsable, c'est-à-dire que j'étais dans la pleine décision et dans la pleine autonomie quand j'ai pris ma décision de mon acte, donc du coup, je suis responsable, je suis redevable de ces éléments-là. Et c'est assumer sa responsabilité. C'est assumer sa responsabilité. Et quand on regarde un petit peu plus profondément dans cette question de responsabilité, on se rend compte qu'en fait, on est passé d'une approche un peu traditionnelle de la responsabilité comme l'imputation d'une faute passée à une nouvelle conception de la responsabilité qui est à l'implication dans un dommage futur. Et là, je vous propose un tout petit peu d'histoire pour comprendre cette évolution. Donc, approche classique. Être responsable signifie répondre de soi. Donc, la responsabilité, c'est celle du sujet qui doit répondre de ses actes auxquels on impute une faute. Et là, on est vraiment sur la question de tous les philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote, Kant, par rapport à la morale, Descartes. Et Descartes dit, en fait, on est responsable parce qu'on est autonome, et donc c'est le sujet pensant qui prend la responsabilité de l'univers, mais qui, du coup, a des intentions, etc. Par contre, il n'est pas responsable de toutes les conséquences. Il a des intentions, on doit le juger sur ses intentions dans la mesure où il avait telle connaissance de la réalité. Nietzsche, la volonté de vouloir, Heidegger, l'authenticité de soi, Sartre, l'existentialisme, tout homme possède la responsabilité totale de son existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait de lui-même, de ses choix, de ses engagements. Donc on a une notion de la responsabilité vraiment, je suis quelqu'un d'autonome, je suis responsable, je suis en pleine possession de mes moyens, et du coup, j'assume mes responsabilités. Alors, on arrive vers quelque chose d'un peu plus moderne. Maintenant, vous allez voir que la notion de responsabilité va s'élargir et va être quand même beaucoup plus conséquente et beaucoup plus large. On avance avec certains philosophes, notamment Anchonas et Emmanuel Lévinas, vers une notion élargie de la responsabilité. Dans ce cas-là, la responsabilité signifie répondre de l'autre. Vous mangez pas? Oui, est-ce que vous pouvez couper votre C'est un braquage. Quand on vatonne, je réfléchis. Désolée. Donc la responsabilité est tournée, ça veut dire répondre de l'autre. Vous allez voir, cette nouvelle notion de la responsabilité nous interpelle. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité, c'est plus simplement le fait de répondre de ses actes, c'est de prendre en charge l'avenir du monde un petit peu, de ce qui se passe pour les autres et notamment les plus vulnérables. Donc la responsabilité, elle est tournée vers les autres et vers l'avenir. Il s'agit de prévoir et d'anticiper les conséquences. Ça n'est pas être responsable de soi, c'est une responsabilité pour les autres. Donc là, il y a une dissymétrie parce qu'effectivement, ce n'est pas égalité, égalité. J'étais en pleine capacité des moyens, je suis responsable de mes actes. Non, c'est parce que j'ai des responsabilités. Parce que j'ai une fonction importante, je dois prendre en charge ceux qui n'ont pas cette responsabilité. Je dois prendre en charge les enfants, les adolescents, les plus jeunes, ceux qui sont plus fragiles. Donc là, vous avez Anchonas. Anchonas dit une éthique de la prévision. Donc Anchonas parle beaucoup du progrès technologique et de la menace que ce progrès technologique fait peser sur le monde, l'univers. Les questions écologiques, responsabilité sociétale, etc., environnementale. Donc Prométhée met en péril l'avenir du monde. Donc là, il faut s'interroger. Et on est d'autant plus responsable qu'on a du pouvoir. Donc comment agir sans compromettre la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre? C'est sa responsabilité, c'est notre responsabilité de le penser et de limiter peut-être le progrès technologique. Alors Emmanuel Lévinas, donc ça c'est très touchant je trouve, alors lui il dit mais en fait si on réfléchit bien, la responsabilité c'est l'autre, ce n'est pas vous-même, c'est l'autre, c'est celui qui est fragile, qui m'assigne à la responsabilité.
C'est une dette que l'on a envers les plus fragiles et qui n'est jamais contractée, on n'en a pas vraiment conscience, et jamais acquittée, parce que c'est impossible de mettre tout le monde à l'abri. Alors, il prend cet exemple-là, Emmanuel Levinas, il prend l'exemple, il dit, vous savez, quand on a quelqu'un comme ça dans la rue qui fait l'aumône, on essaie d'éviter son regard, vous voyez. Soit on est généreux, on va lui donner, mais sinon, la plupart du temps, on se sent très mal à l'aise, on essaie plutôt de... Parce que le regarder, c'est-à-dire lui répondre, devient répondre de lui. C'est parce que tout d'un coup, si vous regardez son visage, Levinas parle de visage, toute l'humanité en ressort et vous vous sentez tout d'un coup alourdi de cette responsabilité de prendre soin de lui. C'est pour ça que c'est si difficile. On n'est pas juste dans un don ponctuel, ça nous porte en responsabilité. Donc, ça veut dire répondre à l'autre, c'est répondre de lui. Donc, être responsable, vous voyez, c'est dans la bonté, c'est être responsable en deçà et en dehors de sa liberté. C'est l'éthique qui se glisse en moi avant ma décision et ma liberté. Ça s'impose à moi. Alors, nous, donc maintenant vous nous connaissez, nous quatre, notre responsabilité. Alors nous, notre responsabilité n'est pas amenée par une faute ou un dommage causé. Je ne pense pas, nous ne le pensons pas. Nous sommes dans cette seconde logique de la responsabilité. C'est notre libre décision de nous dire, nous voulons nous porter garant de votre préparation au monde de demain. Et pour Hannah Arendt, pour parler des philosophes, donc Hannah Arendt dit le rôle des professeurs, c'est de dire à l'enfant, voici notre monde. Et Levinas, que j'ai cité tout à l'heure, disent, les professeurs se présentent à l'enfant et lui disent, nous voici. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait. Nous nous sommes présentés avec... Alors, qu'avons-nous fait? Que faisons-nous? Surtout les enseignants, et Christophe parlera des mécènes. Donc, en enseignement, pour la RSE notamment, nous avons créé de nouveaux masters. Nous avons de nouveaux cours, une coordination de masters en plaçant le développement durable au cœur de nos enseignements. RSE, il y a énormément de cours qui concernent la RSE. Économie circulaire, management responsable, business ethics, corporate social responsibility, distribution responsable. Nous avons à mener des tas de cours, nous faisons évoluer nos enseignements pour vous former, pour vous préparer à cette préoccupation. En termes de recherche, nous avons des tas d'articles sur ces questions de responsabilité sociétale, c'est un sujet très important pour la recherche. Les organisations alternatives, la consommation responsable, la création, la conformité de normes pour le management responsable, par exemple le management durable des forêts. En administration, notre Institut Montpellier Management, en la personne de Marie-Christine, s'est donné une mission de responsabilité RSE. Et puis, aujourd'hui, précisément, nous vous proposons un lieu de partage pour nous rendre tous plus responsables, et c'est la chère Marison. Et c'est donc la parole que je vais laisser maintenant à Marie-Christine. Merci. Merci Anne. La chère Marison. Alors, tout d'abord, une présentation grâce à une vidéo. Il n'y a pas le son. Est-ce qu'il faut mettre le son dans l'ordinateur? Son ordinateur. Normalement, c'est sur la salle. Ah, le son précise. Vous l'avez, le son? Vous ne l'avez pas, hein? Non. Je ne crois pas que dans ce cas-là, on peut avoir le son. Normalement, c'est là, il faut le mettre. Non, mais il ne faut pas mettre l'ordinateur parce que... Voilà. Oui, si vous le mettez là, non, mais on doit pouvoir régler au niveau des paramètres. Je vais appuyer sur la flèche. Paramètres audio. C'est-à-dire ça. Du coup, j'espère. Jean-Marc, tu as le son? On n'a plus le son, Jean-Marc. Non, c'est moi, je l'avais coupé. Mais je peux le mettre, je peux essayer de mettre la vidéo. Hein. Ah, mais vas-y alors. Il faut que j'aille chercher. J'espère que j'ai la bonne, surtout. C'est vrai qu'il faut au niveau des paramètres, ça peut être un peu compliqué comme on est sur la salle. On est sur le son, mais c'est un peu dommage. C'est l'after movie, hein, c'est ça? C'est l'after movie. Oui, ok. Ah, mais du coup, il faut que ce soit toi qui partage. Oui, il faut que ce soit moi qui partage. J'arrête.
je le fais tout de suite. Hop, voilà, c'est bon. Sinon, dans pouvoir. Et il faut que. Je ne peux pas partager, on ne me l'a pas donné le nom. Alors, attends. Il faut juste me donner le droit. Juste, attends. Non, mais c'est-à-dire, il faut que j'arrête de partager. Je regarde si je peux faire différemment. Est-ce que c'est dans ton haut-parleur? Je vais réessayer une autre fois avec un autre paramètre. Tu me dis, Jean-Marc, est-ce qu'il y a le son là ou pas? Non, il n'y a pas de son. Bon, je te donne la main. Vas-y. On va tester cette fois. Le problème du micro, c'est pas toujours facile, pas toujours simple. Vous entendez? Oui. Oui, mais on n'entend pas le son non plus. Ah, Ah, il est dans la salle. On devrait entendre dans la salle. Bon, c'est pas grave, on va laisser la vidéo comme ça. je pense qu'on a parce que j'ai déjà eu fait l'expérience, C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je sais. Et souvent, les vidéos, il y a des vidéos qui passent. Là, il n'y a pas le son. Là, il y a l'image, mais pas le son. En fait, on peut faire partager le son, mais parfois, on ne peut pas partager les deux en même temps. Le son Voilà. et l'image. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir le son et l'image. Mais pas. Ou tu as le son. Parce que je présente ce que je mes étudiants, mais c'est parfois ça marche pas. Ouais, parfois ça marche. Je ne vois pas. Ah, ça y est, ça y est. Ça marche. Dans ces moments-là, les Ouais, voilà. Ah, mais c'est bon, hein. On a entendu quand même. Je vais le faire après. Merci Jean-Marc. Du coup, je vais reprendre la main sur le partage. Alors, du coup, vous avez eu un résumé des activités de la chaire. C'est ça. Je passe à la slide d'après. On y arrive. Et je vais reprendre finalement rapidement les éléments de la vidéo. Donc, vous le savez, Anne l'a dit, donc nous avons créé cette chaire parce que nous sommes préoccupés par les enjeux sociétaux du marketing et du management. Déjà, qu'est-ce qu'une chaire? C'est une charge de recherche. Ça veut dire que nous souhaitons mener des recherches sur ces thématiques, le marketing responsable et le management responsable. Au-delà de ça, une chaire a pour objectif de travailler en commun avec les professionnels. Donc certes, il s'agit, comme vous l'avez ici, de comprendre les comportements responsables, mais également de travailler avec les entreprises et également les étudiants. Donc d'avoir vraiment des réunions et de travailler vraiment en commun sur l'amélioration des comportements responsables. Donc, si je détaille un petit peu plus, un petit peu vite, donc on a 3 missions principales. Donc, la première mission est de comprendre justement les comportements et en particulier les raisons pour lesquelles les individus n'adoptent pas des comportements responsables. Et notre idée est également de suivre l'évolution de ces comportements grâce au baromètre Ma raison responsable que Jean-Marc présentera. Alors, c'est vrai que c'est un élément très, très important de la chaire, ce baromètre des comportements. Et notre idée est de travailler en commun, là encore, avec nos partenaires pour améliorer progressivement le baromètre et pourquoi pas envisager de nouvelles questions. Deuxième objectif, il y a un objectif d'action en ce sens que nous souhaitons sensibiliser l'ensemble des parties prenantes et les inciter à agir pour le bien-être individuel, mais également le bien-être collectif. Et bien sûr, les étudiants, vous faites partie des parties prenantes. Et troisième objectif est de proposer des actions concrètes pour répondre aux défis des transitions environnementales et, comme je l'ai dit, accroître le bien-être collectif. Donc, nos principaux domaines d'expertise sont les suivants. Déjà, l'analyse des comportements responsables, le bien-être, les réactions affectives, la persuasion et le changement comportemental, l'idée de savoir comment persuader les individus pour qu'ils modifient leur comportement à long terme. Et enfin, les normes techniques et sociales. Donc, il y a 4 grands volets dans nos domaines d'expertise.
Nous avons pour l'instant travaillé sur 3 principaux secteurs, bien que ce ne soit pas exhaustif, l'alimentation, la santé, la distribution. Mais on voit effectivement que nous avons ici un partenaire qui est dans un autre domaine, hein, ce qui signifie que bien sûr, nous souhaitons nous élargir à d'autres secteurs. Un petit mot sur la conférence d'inauguration de la chaire. Vous la trouverez sur notre site internet. Je vais présenter le lien un petit peu après. Donc, une conférence déjà de Pierre-Louis Dubois qui a fait l'introduction et la conclusion de la conférence et qui a vraiment bien posé les règles du jeu en précisant qu'est-ce que la responsabilité, qu'est-ce que le marketing responsable. Michel Maffezoli, qui est un sociologue et donc qui étudie vraiment les comportements de la société, qui a vraiment, là encore, bien précisé qu'est-ce qu'être responsable, quelle est la vision du sociologue, c'est très important, puisque c'est vrai qu'en marketing et en management, on fonde nos travaux également sur d'autres visions, et notamment la vision des sociologues. Et ensuite, il y a eu une table ronde avec 3 entreprises, ou associations d'ailleurs, qui sont venues présenter leur action en termes de responsabilité sociale et sociétale. Et le baromètre a été présenté. Alors, ces conférences, comme je disais, sont sur notre site internet. Donc, vous avez une première partie avec l'intervention de Pierre Dubois et Michel Maffezoli et une deuxième partie sur la table ronde. N'hésitez pas à les consulter. Donc, voilà le lien vers les vidéos, vers la chaire également et vers toutes les actions de la chaire et également vers nos partenaires. Donc, comme je le disais, le baromètre est vraiment une des actions phares de la chaire. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Marc pour présenter le baromètre « Ma raison responsable ». Merci Marie-Christine. Donc oui, voilà, là c'est vous présenter en fait la version bêta en fait du baromètre. Là, donc pour le lancement, nous avions réfléchi à un certain nombre de questions qui étaient vraiment centrales, qui sont liées beaucoup à l'alimentation. Et puis la façon dont on peut envisager les choses. Finalement, est-ce que être responsable, c'est quelque chose qui nous coûte ou c'est quelque chose, c'est un acte qui vaut le coup, qui est valorisé, qui est valorisable et qui pourrait avoir des bénéfices pour moi et pour les autres. En fait, c'est là-dessus que ça se joue un tout petit peu, si tu peux passer au suivant. Et donc, on va le voir ensemble, c'est-à-dire que derrière, ça m'engage effectivement, mais ça peut m'engager vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis aussi des autres. Et donc, on va s'interroger sur 3 temps. Il y avait 3 temps dans le baromètre. Il y avait un temps sur les pratiques. Est-ce que nous avons quelles sont nos pratiques? Quelles sont nos réactions face aux pratiques des entreprises? Est-ce que finalement, est-ce que nous sommes très tolérants par rapport à un certain nombre de choses? Est-ce que nous faisons porter le poids sur nous-mêmes ou sur les autres? Et puis derrière, on va se rendre compte que là, c'est le marketing qui parle toujours, c'est que tout ça, c'est pas totalement homogène, et donc il y a différents segments, différents types en fait de consommateurs qui sont en marche, plus ou moins. On verra que certains le sont beaucoup et d'autres beaucoup moins. Voilà, si tu peux passer au suivant. Ouais, donc d'abord, on s'est dit, finalement, on interroge les gens, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que l'alimentation durable, pour vous, c'est quelque chose d'important? Oui, juste une chose, c'est que je ne l'ai pas dit, donc c'est 1000 personnes qui ont été interrogées, donc en juin 2022, avec une société de panel, donc qui permet d'avoir une représentativité de l'échantillon, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Et donc, les interroger, finalement, pour vous, l'alimentation durable, c'est important pour vous ou pas? C'est important pour un peu plus de 45% d'entre eux. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la marge, mais ça va nous interroger surtout sur c'est quoi l'alimentation durable. Il reviendra un peu après. Et puis, derrière, vous déclarez quoi? C'est-à-dire qu'intuitivement, si on vous demande votre comportement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un comportement qui respecte l'environnement ou pas? On voit que ce n'est pas si clair que ça et qu'on est à 7,3, donc c'est juste avant. Et que derrière, l'engagement serait un peu plus fort. Mais quand je passe finalement aux choses, est-ce que quand on regarde ici, nos comportements, on voit bien des choses qui sont rentrées dans les mœurs. La réduction du gaspillage, on y est sensible. C'est super de pouvoir acheter pas cher. Avec Too Good To Go, Phoenix et d'autres. Il y en a d'autres qui sont un peu plus dans l'accompagnement avec, par exemple, le frigo magique. Comment mieux gérer mon frigo? Si je n'ai pas de crème fraîche, est-ce que je suis capable de faire une quiche Lorraine?
Ou est-ce que je peux faire autrement, enfin, avec ce que j'ai dans le frigo? Voilà. On peut se poser un certain nombre de questions, donc on rentre un peu plus dans l'éducation. Le recyclage, tas de choses sont faites aujourd'hui, puis on voit bien que les lois sont en train de bouger, vont nous faire bouger. Et derrière, on le voit bien, là je suis sur Nantes, on voit bien que dans certains quartiers de Nantes aujourd'hui, eh ben, il y a par exemple des poubelles, il y a des endroits où il y a le tri est de plus en plus valorisé à travers le ramassage, mais aussi par rapport au compostage. Le compostage, aujourd'hui, en bas des barres d'immeubles, il y a des points de récupération en fait, des déchets alimentaires pour pouvoir permettre le compost. Mais on n'y est quand même pas tous passés, on n'a pas tous une maison, pas tous la possibilité de. On voit bien que derrière, consommer un comportement, c'est peut-être consommer moins ou différemment. Mais là aussi, ça va demander d'aller un petit peu plus loin. Les 2 tiers d'entre nous déclarent acheter, vendre d'occasion. Il faudrait regarder peut-être sur quel type de produit. On achète effectivement peut-être d'occasion un livre. Est-ce que j'achète d'occasion des biens à plus forte valeur symbolique, par exemple? Et puis en termes de transport, oui, ça serait bien d'être faire un peu plus en transport en commun, de covoiturage, etc. Mais en fait, quand on regarde globalement, l'impact n'est pas très très fort. Par contre, ce qui est important de voir et souligner, c'est que on est quasiment tous passés en action et qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à nous engager. C'est ça qui ressort ici, sans fondamentalement avoir envie de renoncer. S'il te plaît. Voilà, suivant. Donc, quand on rentre dans ces actes du quotidien, on a clairement, on va apparaître ici, on rentre un petit peu plus dans le détail, mais finalement, si on essaie de résumer les choses, on a clairement, chacun d'entre nous a des aspirations, mais qui ont besoin de lever un certain nombre de freins. Les freins de notre quotidien, les freins de notre vie de tous les jours. On a besoin d'être peut-être un peu plus motivé, on y reviendra, qu'on nous offre un peu plus d'opportunités, de capacité à agir, à pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que derrière, si tu passes après, Marie-Christine, si on essaye de conclure, globalement, l'engagement, il est là, il est réel, mais on n'est pas vraiment impliqué, on n'est peut-être pas si impliqué que ça, et que derrière, nous ne sommes pas nécessairement prêts à nous priver, et que derrière, on n'est pas. Est-ce que nous sommes réellement prêts à changer de modèle de consommation? Là, c'est une vraie question. Il n'y a pas de réponse, hein, donc on sent bien qu'il y a des choses qui sont émergentes. En tous les cas, il y a on est capable de dire la durabilité, ouais, pourquoi pas, mais si elle ne me coûte pas trop cher, en fait. Voilà. Donc, on voit bien, il y a une forme vraiment d'ambivalence. Ça, c'est notre position en tant que consommateur. Maintenant, si l'entreprise met en place... Comment je réagis, en fait, quand je regarde les pratiques des entreprises? On les a mis en situation, vous prenez votre marque préférée, elle rejette des déchets dans l'environnement. Quelle est votre réaction? On voit bien que ça nous gratte un tout petit peu et les 3/4 d'entre nous disent on va manifester, on va boycotter. On est prêt à plus de la moitié à boycotter, c'est-à-dire rentrer effectivement pour des raisons en fait qui sont des raisons philosophiques, morales, etc., de rentrer en résistance vis-à-vis de cet acteur qu'on adorait et qui derrière n'a pas eu des pratiques que je juge tout à fait respectables. Mais si tu passes au suivant, dans la pratique, on attend des preuves. C'est-à-dire que derrière, on voit bien, donc, là, on est avec une entreprise agroalimentaire, hein, d'accord, vous imaginez Danone, qui lance un produit en s'impliquant dans une politique de développement durable. Finalement, ok, ça m'intéresse, hein, ok, mais si, finalement, le prix que j'ai à payer n'est pas si fort que ça. C'est-à-dire qu'on revient à l'aspect économique. Et là, en ce moment, avec l'inflation, vous imaginez bien que là, on était en juin 2022. Hein, tout ça, ça avait à peine démarré. On voit bien que là, aujourd'hui, le bio, etc., il y a des tas de choses qui sont en train de changer sur le marché. Il y a des régressions. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas après. Dans tous les cas, ça pose interrogation. On voit bien que là, OK, mais il ne faut pas que ça me coûte trop cher. On en revient en fait à cette histoire de coût finalement. Et derrière, si tu passes, Marie-Christine, au suivant, l'engagement, on leur a demandé, l'engagement dans la durabilité, ça permet finalement d'avoir une vision plutôt, oui, ok, ça permet d'améliorer sa politique sociale, de rendre les produits durables plus accessibles, ça veut dire qu'il y a un engagement peut-être plutôt écologique. Faire des produits de qualité, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça peut permettre de monter en gamme. Et puis, derrière, il y a des aspects qui sont plutôt
enfin, pardon, ouais, qui sont plutôt écologiques. Hein. Je me suis trompé. Hein. Donc, les premiers à améliorer sa politique sociale, vendre les produits plus durables, on est plutôt sur un engagement sociétal. En fait, on voit bien que c'est un petit peu moins bien, un peu moins valorisé, en fait, que les aspects purement écologiques. Pour autant, le bien-être, le développement durable, c'est aussi bien l'écologie que les aspects sociétaux. Et il ne faut pas les oublier. Donc, quand on regarde derrière, on leur a demandé, mais quels seraient les critères qui seraient respectés? Critères qui sont respectés, Marie-Christine, s'il te plaît. Derrière, on a des premiers critères qui sont… Là, on est clairement sur la gestion des matières premières. Vous voyez, ce qui serait bien, c'est de réduire les matières premières. On est dans le process, ça veut dire que derrière, on a une première vision environnementale qui est du process, qui est, derrière, je serais peut-être en capacité de mieux gérer, on va vous demander de mieux gérer en fait l'ensemble du processus. Et puis après, on est sur le processus, mais pas sur le processus de production. On est plutôt sur comment, en fait, je suis plutôt sur le sourcing. C'est-à-dire que derrière, je tiens compte, je soutiens une agriculture raisonnée, je commence à me labelliser, je choisis mes matières premières qui sont plus locales, etc. Je choisis d'être localisé. Et puis après, on a un troisième aspect qui est un peu plus éthique. Et vous voyez qu'en fait, on nous dit un prix juste. Je ne sais pas, est-ce que c'est le juste prix ou le prix juste? Voilà, donc là aussi, problème d'équité, problème de justice. Christophe sûrement en parlera encore un peu mieux que moi tout à l'heure. Alors, finalement, si on essaye de conclure sur ces réactions face aux pratiques des entreprises, Marie-Christine, on se rend compte que notre consommateur, il est très ambigu, hein, comme on peut l'être naturellement, c'est-à-dire qu'on est plutôt censeur que moteur. L'entreprise, elle doit réaliser des efforts. Clairement, on lui impose, c'est de sa responsabilité quelque part. Mais nous, on n'encourage pas finalement fondamentalement son effort en privilégiant celle qui le réaliserait. Par contre, on est très vite censeur et sanctionneur. Alors pour conclure, donc on regarde un petit peu, si on essaye de voir l'ensemble des parcours et de ces consommateurs, la consommation durable, si on essaye de la voir un petit peu, c'est finalement, on peut la retrouver à travers trois axes. Un axe qui est très environnemental. Le recyclage, ma consommation. Pour moi, consommer durablement, ça serait être recyclé, acheter des produits naturels qui réduisent leur impact, qui permettent des améliorations. Et puis, il y a des choses qui sont liées au deuxième aspect, qui sont, eux, un peu moins majoritaires, mais qui sont vraiment présents. C'est une question de… Oui, c'est une question de valeur, fondamentalement. C'est-à-dire que derrière, moi, c'est quelque chose qui m'engage, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la proximité, la relation à l'autre, qui permet d'améliorer l'équité, avant de considérer, alors que c'est peut-être pour vous les jeunes, et vous pourrez peut-être réagir tout à l'heure, une question, on le voit bien, vous manifestiez tous les vendredis, c'est peut-être une question d'obligation aujourd'hui, c'est une question de nécessité. Mais sur l'ensemble de la population, ce n'est pas le critère qui est dominant. Nous avons chacun, slide suivant, des motivations, quelles seraient les modifications qui seraient apportées pour nourrir la planète. On voit bien qu'il y a des choses qui sont éviter le gaspillage, ok. Ce qu'on consomme, ce qu'on produit, on le veut le consommer. Mais on est un peu moins sur cette idée de privilégier des cultures, etc. On le voit bien aujourd'hui à travers l'eau, hein, le problème de sécheresse. Mais par exemple, si je regarde ce qu'avait fait l'ancien gouvernement, le ministère de l'Agriculture, par exemple, et le gouvernement, ils ont mis en place, en fait, on a eu le Grenelle de l'environnement, et il y a aujourd'hui le Varenne de l'eau. Donc, c'est des choses qui sont mises en place politiquement. Après, on est d'accord ou pas d'accord, c'est une autre histoire, mais en tous les cas, il y a une forme de sensibilisation et d'inquiétude, en tous les cas, qui est latente chez chacun d'entre nous et auquel le ministère aujourd'hui de l'Agriculture et de la Transition et de la souveraineté nationale essaye d'apporter des solutions. Et puis après, il y a des histoires sur mes modifications, c'est peut-être s'interroger sur consommer mieux. On est d'accord, on s'interroge en fait. Finalement, sur les choses, on n'est pas nécessairement passé à l'acte. Vous voyez, par exemple, opter pour des régimes basés sur des protéines végétales et des insectes. En fait, quand on regarde le pourcentage de foyers français dans lequel au moins une personne se déclare végane, par exemple, on est autour de 1% des foyers français dans lesquels… Donc, ça augmente petit à petit, mais ça ne pèse pas grand-chose au final. S'il te plaît, le suivant. Des parcours variés, là aussi, on voit bien, le compostage, on y revient, hein, le tri des emballages, etc. On y rentrait, on est à 72%, à 73%, 3/4 d'entre nous le font systématiquement. Tu peux passer au suivant. Et puis après, quand on a essayé de typer un peu tout ça pour aller rapidement, on se rend compte qu'il y a différents profils. Il reste celui qui n'est pas du tout responsable.
dans ses actes, dans ses déclarations. Lui, c'est quelqu'un qui se déclare comme indécis. Ça veut dire qu'en fait, finalement, quand il rentre dans le magasin, en fait, il est là, il ne sait jamais quoi acheter. Il va prendre les produits, il va hésiter. Quand je suis à l'opposé, donc il achète non local, non pour le bien-être animal, en fait, il est tout non sur chacun des critères. Et puis après, quand on regarde ceux qui sont plus dans la responsabilité, on a celui qui se dit vraiment responsable, mais qui est responsable parce que finalement, il est engagé. Il essaye d'avoir le juste prix avec des produits labellisés bio, il recherche l'équitable, il est passé au local, au vrac, etc. Il est sensible au bien-être animal. Ça, c'est 12% de la population aujourd'hui. On a le consommateur qui, lui, quelque part, est un peu plus dans l'économie. D'accord? Il est consomme moins d'emballage, il fait moins de viande, il a connaissance des applications anti-gaspi, il est pour la DLC, etc. Puis il y a celui qui est le troisième, hein, donc, qui est non équitable. Et lui, en fait, son critère majeur, c'est qu'en fait, il essaye de réduire ses impacts carbone, par exemple, et de faire attention à ses achats par rapport à ça. Et puis, derrière, oui, on peut passer au dernier. Donc, finalement, on s'est dit, mais dans votre vie, concrètement, ça représente quoi? Donc, on a fait un petit test, tout bête. On leur a dit, voilà, on vous prend 5 produits. Le riz, vous dites, hein, l'impact carbone, c'est important pour vous, OK. On va maintenant sur les 1000 personnes. Le riz, le produit laitier, les fruits, légumes, le poisson, la volaille, qui ont des impacts carbone très différenciés. Mais on va vous demander, on a donné les impacts carbone, on va vous demander de les classer. Et bien, au final, sur les 1000 personnes qui ont interrogé, il n'y en a que 2%, donc 20, qui ont donné les bons impacts carbone. Et 20% d'entre nous, donc 200 personnes hein, sur les, d'accord, avaient une connaissance nulle, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout faux pour donner l'impact carbone. C'est-à-dire que derrière, je peux y être sensible, mais derrière, il va falloir que clairement, on accompagne en fait le consommateur pour que derrière, ces éléments-là, on sait que c'est important, mais ça ne signifie strictement rien pour nous. Donc ça veut dire qu'on revient bien à cette histoire de, tu peux avancer, on revient bien à cette histoire, en fait, il faut nous donner finalement des moyens, des capacités, des opportunités à pouvoir changer nos comportements. Aujourd'hui, d'accord, on voit bien qu'on a besoin d'informations, de priorisation, de concrétisation, d'implication pour pouvoir modifier nos comportements. Aujourd'hui, tout ça, c'est quelque chose qui se fait de manière très erratique. Ben, quelque part, il y a une chanson qui disait, en fait, il faudrait que je sois capable de renaître pour balayer ma vie passée et puis repartir à zéro. Ben, c'est tout, en fait, ce à quoi ça nous engage aujourd'hui. Merci. Donc, je repasse la parole maintenant à Christophe. Merci Jean-Marc. Je souhaite d'abord remercier la chère Maraison, car RSA Cro, je vais vous dire un peu qui on est rapidement, nous sommes ravis de rejoindre la chère Maraison de Montpellier. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que ce partenariat est important pour les objectifs que l'on suit, et ils sont communs. Et puis la deuxième raison, c'est que on pense aussi que le pont entre l'université et l'entreprise, parce que les jeunes, les étudiants d'université seront demain les salariés souvent des entreprises, même s'ils font de l'auto-entrepreneuriat. C'est donc essentiel pour nous de venir témoigner de ce qu'on fait et de leur expliquer, d'avoir un dialogue qui soit clair et encore plus sur le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Alors, très rapidement, donc, notre entreprise, on est effectivement une entreprise qui fait de l'audit, du commissariat aux comptes et du conseil. On est basé à Paris, on est à peu près un peu plus d'une centaine. On fait tous les métiers de l'audit, de l'expertise, du conseil et du social. Et moi, j'ai l'honneur de diriger une filiale qui s'appelle RSA Conseil depuis 5 ans, qu'on a créée avec les associés d'RSA pour donner du conseil, du pur conseil. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. Maintenant, la démarche RSE que nous, on a entreprise chez RSA, elle est globale à RSA. RSA, c'est Redel, Salustro et Associés, c'est le nom du cabinet. Et on fait partie d'un réseau international qui s'appelle Pro Global, qui nous permet d'avoir une étendue internationale. Voilà. Je passe donc... Alors,
pourquoi et quels sont les atouts, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de notre partenariat avec la chaire Maraison. D'abord, le pont, je viens d'en parler, hein, créer la relation durable et un pont de développement, c'est essentiel. Moi qui ai fait aussi l'université dans mon parcours professionnel, notamment à Paris-Dauphine, on avait déjà, il y a pas mal d'années, créé ce pont, et ce pont existe déjà depuis longtemps dans de nombreuses universités, et je pense que c'est essentiel de le maintenir. Parce qu'encore une fois, les étudiants de l'université d'aujourd'hui seront les salariés de demain, et c'est eux la ressource, c'est eux la richesse des entreprises. Hein. Et comme le disait tout à l'heure Anne, on a créé des masters autour de la RSE, c'est essentiel pour nous, et ça vient d'une autre idée, c'est le vivier des connaissances et des ressources humaines, des sachants, c'est vous qui êtes les sachants. Nous sommes dans les entreprises, et aujourd'hui, on va développer, et on développe le sujet de la RSE, et on développe d'autres sujets, mais notamment la RSE, et on a besoin de gens qui ont fait des études, des masters, ou des études d'ingénieurs, mais qui sont sur la biodiversité, etc., sur l'environnement, sur le climat. On a besoin de vous pour avancer aussi, et vous aussi, pour avancer sur ces sujets dans la vie. Hein, sachant que la RSE, évidemment, c'est un sujet des entreprises, comme l'a dit Jean-Marc, mais c'est un sujet, c'est le sujet de tout le monde. C'est l'affaire de tous. C'est la survie de notre planète. Hein, c'est la biodiversité, mais c'est le climat. C'est l'environnement, mais c'est le social. C'est le social, mais c'est le sociétal. C'est le sociétal et c'est la gouvernance. Ceux qui dirigent, mais pas que ceux qui dirigent dans les entreprises, ceux qui dirigent dans les universités, et puis ceux qui se dirigent dans leur vie de tous les jours. Voilà. Donc, le troisième point, effectivement, c'est ancrer la RSE comme une valeur humanitaire et essentielle à la survie de la race humaine. Ça, j'y crois profondément. Et des gens comme Jean-Marc Jancovici, qui sont tournés depuis une quinzaine d'années vers le sujet du carbone, comme l'a évoqué aussi Jean-Marc, c'est vrai que c'est des sujets techniques. Et je ne suis pas surpris par le baromètre que vous suivez, qui est un très très bon critère, parce qu'en fait, les gens ne savent pas comment calculer des empreintes carbone, ce qui est tout à fait normal, parce que ce n'est pas très, très simple. Il suffit de leur dire, mais encore faut-il leur montrer, leur expliquer, les éduquer, et ce n'est pas simple. Donc c'est aussi notre rôle. Donc on a aussi ce rôle de montrer, d'expliquer à tout le monde, que ce soit aux gens de l'entreprise, mais que ce soit à tout être humain, aux universitaires, aux étudiants et à toute personne, quelle est notre empreinte carbone, comment elle est calculée et quels impacts ça peut avoir sur l'environnement et notamment sur le climat. Donc, la dernière idée, évidemment, c'est d'avancer de façon collective, parce qu'on ne gagnera cette bataille de l'environnement, de la biodiversité et de la RSE que si on le fait tous ensemble. Et c'est vrai, encore une fois, comme le montrait Jean-Marc, avec le petit exemple des 5 produits, où on voit que 2% seulement, c'est vrai pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément en avance, notamment sur le sujet de l'énergie, quand on voit que 85% de l'énergie mondiale, c'est encore sur des énergies fossiles, donc gaz, charbon, pétrole, 85%, et que tout ce qui est énergie renouvelable, comme l'air, l'éolien ou le solaire, par exemple, je mets le nucléaire à côté, c'est 2 à 3% de l'énergie mondiale, seulement aujourd'hui. Hein, le nucléaire pouvant représenter entre 8 et 10%, ça dépend des pays et des continents. Et donc, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour, en 2050, puisque c'est l'objectif de tout le monde, de la planète, d'atteindre 0% de carbonation. C'est 2050, c'est demain, c'est dans 28 ans, 27 ans. Donc, en 27 ans, il va falloir faire un grand chemin si on veut atteindre ces objectifs qui sont assez ambitieux, mais il est important qu'ils soient ambitieux, évidemment. Alors nous, simplement, RSA, modestement, qu'est-ce qu'on fait? On revient aussi à ce que disait Jean-Marc. Nous aussi, on a des ambitions, mais on n'a pas que des ambitions économiques, évidemment, parce qu'on est une entreprise, on n'est pas philanthrope, mais on a aussi des ambitions vis-à-vis de notre responsabilité sociale, sociétale et de l'environnement. Donc, on a développé une politique RSE au sein de RSA, attention à ne pas confondre RSE et RSA, et parce que on n'a pas envie d'être le cordonnier le plus mal chaussé et de
proposer à nos clients ou à nos prospects des offres autour de la RSE, sachant que nous, on n'y croit pas et on ne le développe pas dans notre propre entreprise. Donc, on met en place cette politique. Concrètement, ça veut dire que sur l'environnement, on fait le tri des déchets, alors tout ce qui est gobelet plastique. On n'aura bientôt plus de bouteilles d'eau en plastique au sein de notre entreprise. On fait donc du tri de déchets. Au niveau social, on a pas mal d'actions aussi qu'on engage, notamment sur l'équité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes, de plus en plus de jeunes, et c'est eux qui font l'avenir de nos sociétés, ils font très attention à l'équilibre de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. Et nous, on est dans des métiers quand même qui sont assez time-consuming, qui prennent beaucoup de temps et pas mal d'énergie. Donc, on se doit de respecter cet équilibre que souhaitent aujourd'hui les jeunes salariés. Et c'est ces jeunes qui font l'avenir de demain. Donc, on est obligé, et c'est important d'en tenir compte. Puis, on a aussi d'autres actions en cours qu'on développe à travers notre politique. Alors, sur le slide que vous voyez, c'était pour vous rappeler un petit peu ce que veut dire la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Donc, c'est limiter les impacts négatifs de son activité, je viens d'en parler, et améliorer tous les aspects ESG, ce qu'on appelle environnement sociétal et social et de gouvernance, et donc aller au-delà simplement de la rentabilité économique, même si on ne peut pas l'ignorer. C'est ce que disait Jean-Marc. Nous, entreprises commerciales, on souhaite aussi, et c'est ce qu'on est en train de faire, développer des produits, des offres commerciales, et je vous en parlerai un petit peu après autour de ce sujet. Donc, petit rappel historique de ce qu'est la RSE, avec les grandes dates, et surtout les grands principes autour d'une norme qui est l'ISO 26000, sur laquelle est basée aujourd'hui la RSE, avec les questions centrales de la gouvernance, des droits de l'homme, la relation des conditions de travail, j'en ai parlé, de l'environnement, j'en ai parlé, la loyauté des pratiques aussi, évidemment, dans l'entreprise, on la retrouve, mais la loyauté des pratiques se retrouve dans la vie de tous les jours, comme vous, avec vous et avec moi, des questions relatives aux consommateurs et tout ce qui est de la communauté et du développement local, parce qu'on s'aperçoit que la France est quand même encore un pays très centralisé et qu'on aurait avantage à délocaliser beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple des communes. Les maires sont les mieux placés pour savoir ce qui se passe dans les communes parce que c'est eux qui sont aux commandes. Voilà. Donc, alors, chez RSA, on revient un peu à RSA. On a juste très très brièvement pour vous montrer ce qu'on va développer cette année au sein de notre portefeuille vis-à-vis de nos clients, les sujets qu'on va développer sur la RSE. On a un sujet sur le diagnostic, ça reviendra à proposer à nos clients ou à nos prospects de faire un diagnostic sur les grands sujets environnementaux, sociétaux, sociaux et de gouvernance, pour leur dire, voilà où vous en êtes, voilà un plan d'action d'amélioration. On peut leur proposer aussi un bilan carbone, c'est donc pour dire, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos déplacements, quelle est votre empreinte carbone, l'énergie que vous utilisez, que vous usez en chauffant vos locaux, en allumant la lumière, l'éteignant, faire attention à tout ce qui est énergie, et puis toutes les parties prenantes qui tournent autour de l'entreprise aussi consomment de l'énergie, etc., etc. Ensuite, on aura un module de formation, parce que c'est essentiel, je vous le disais tout à l'heure, pour que la RSE avance. Il est important d'éduquer, il est important d'être pédagogique et d'expliquer les choses. Donc, on peut former la RSE sur tous les sujets qu'on a évoqués et les grands pans de la RSE. Ensuite, on a une démarche de RSE sur une offre plus complète autour de la durabilité et de l'approche RSE. Et puis après, des offres plus spécifiques sur des réductions de coûts. Voilà. Alors, tout ça, c'est dans nos offres. Alors, l'intérêt, et je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, c'est quoi? Vous avez des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, c'est que nous, on a l'expérience de nos clients et donc, avec la connaissance des entreprises qu'on a, on peut plus facilement les guider. On a des opportunités, justement, à leur proposer des offres tournées autour de la RSE et on peut approfondir avec eux pour les aider à s'améliorer et à atteindre les objectifs qu'ils ont parce que nos entreprises, qui sont nos clients,
ils ont les mêmes objectifs que nous. C'est aussi d'aller vers moins de consommation, plus d'économie circulaire, parce que c'est économie circulaire, c'est ça, hein, c'est pouvoir redistribuer une économie qui existe déjà, éviter le gaspillage, de trop consommer, réutiliser l'ancien, etc., etc. Et puis il y a des facteurs externes qui font qu'aujourd'hui, on a nos cibles sont principalement des PME et des ETI, et pas forcément des grosses entreprises. De plus en plus de sociétés de ce type se sentent concernées par le sujet de la RSE, même si, comme on le disait, ce n'est pas forcément facile parce qu'il faut connaître, il y a tout un langage technique aussi, et puis il faut se sentir vraiment investi. Et on a de plus en plus d'investisseurs qui évaluent des critères de l'ESG, donc de l'environnement social, sociétal et de la gouvernance, dans le cadre de leur métier, notamment les asset managers, qui dans leur portefeuille, achètent des portefeuilles de plus en plus verts. Voilà. Pour qu'ils investissent de moins en moins dans les énergies dites fossiles, les hydrocarbures, le gaz, l'électricité et le pétrole, mais qu'ils investissent vers le renouvelable. Voilà. Alors, on a une approche méthodologique assez classique. Hein. On va d'abord s'assurer que le chef d'entreprise ou le sponsor du sujet RSE, lui, se sent bien investi, parce que sinon, si on n'a pas l'adhésion de l'entreprise, ça ne marchera pas. C'est comme nous, hein, si on n'a pas l'adhésion des étudiants, si on ne crée pas des masters pour attirer des étudiants qui sont intéressés par le sujet, s'il n'y a personne dans nos masters, on n'arrivera pas à développer une culture de la RSE et de la responsabilité. Donc nous, on fait la même chose, il faut que nos clients se sentent investis. Donc on va discuter avec eux, on va leur poser des questions, on va les accompagner et on va les aider à y voir plus clair. Voilà. Donc on a des questions qu'on leur pose au travers d'ateliers et ce qui nous permet d'avancer. Voilà. Donc j'ai terminé ici, après les annexes, ce sont juste des éléments qui vous permettent d'avoir un focus sur un des offres. Donc je laisse maintenant la parole à Anne pour, je crois, les questions que vous auriez posées. Peut-être à notre équipe là, de mots magiques. Merci en tout cas pour toutes ces informations qui ont été denses et riches. Nous, une petite question, c'est en quoi l'activité d'expertise comptable, elle se rapproche de la chaire universitaire. On aimerait bien savoir un peu plus. On a compris avec le pont qui s'est installé déjà depuis de nombreuses années, mais quels sont les intérêts de fonctions support comme l'expertise comptable, les ressources humaines qu'on peut retrouver dans toutes les sociétés. Elles doivent se rapprocher d'une chaire sur la consommation responsable. Alors, merci en tout cas pour la question déjà. L'intérêt que j'y vois, mais après on va laisser Anne, Marie-Christine et Jean-Marc répondre aussi de leur côté. En ce qui nous concerne, c'est que nous, on est, comme eux, d'un autre point de vue, on est en contact direct avec les entreprises, puisque ce sont nos clients. Donc on les connaît, enfin on doit les connaître, et on les connaît parce qu'on travaille avec eux en général depuis longtemps, parce que l'expert comptable, normalement, est un prestataire très fidèle des entreprises, et les entreprises, quand ça marche bien, restent avec leur expert comptable un certain temps. Et donc, on connaît bien nos entreprises, nos clients qui sont des entreprises et qui feront la RSE de demain. Donc, on a cette expérience à partir du moment où on va, comme je le disais, les accompagner sur ces sujets de la RSE, qu'on va partager avec la chaire Maraison. J'ai rencontré Anne il y a quelques mois. Anne est venue nous voir à Paris. Nous avons nos bureaux, mais on s'ouvre aussi en province. Et Anne nous a bien expliqué pourquoi vous aviez créé la chaire Maraison de Montpellier. Et on a, avec les dirigeants de RSA, avec Jean-Louis et Arnaud, on a considéré on a trouvé qu'il y avait pertinence à ce que une entreprise telle que la nôtre, qui est au plus près des entreprises, puisse faire partager son expérience et faire avancer les entreprises aussi sur ces sujets avec la chaire Maraison. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais une question pour tout le monde. C'est quelles sont les actions individuelles qu'on peut mettre en place dans son entreprise et dans son quotidien pour adopter une démarche responsable? Peut-être Jean-Marc qui a le plus de données sur le. Merci. Trop fort.
pour répondre. Ben, je dirais, le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Ouais. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que derrière, en fait, c'est la très grande difficulté, en fait, pour répondre à la question, c'est en fait, si je ne le fais pas, c'est une conséquence ou pas de conséquence? En fait, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que finalement, je réponds un peu, je contourne un peu je réponds pas directement, hein, je suis désolé, mais en même temps, ça va permettre de répondre aussi. Finalement, je vais partir d'un exemple. Il y a eu le problème nucléaire à Fukushima, d'accord, qui est lié à cette énergie. On est pour ou contre, c'est une autre histoire, mais est-ce que ça a changé nos vies? Est-ce que ça a changé la vie de l'entreprise? Vous imaginez bien que pour moi qui suis nantais, ou vous êtes vous sur Montpellier, si la centrale de Pierre-Latte explose, ou si moi la centrale de Chinon explose, tout d'un coup ça devient très concret. Le Japon, Fukushima, c'est de l'autre côté de la Terre. Je ne sais même pas où c'est, quoi. Ça me concerne. Qui est-ce qui est impacté? C'est moi, petit français, ou le japonais qui, je ne sais pas, enfin, c'est pas moi encore, etc. En même temps, je me dis là, aujourd'hui, je vais prendre pour vous, étudiants. Par exemple, vous vivez dans 15 mètres carrés, dans votre chambre universitaire. Ben, vous aimeriez bien faire du tri, mais est-ce que je fais l'effort d'avoir une poubelle spécifique pour pouvoir le faire ou pas? Si je ne le fais pas, de ne pas le jeter aujourd'hui, de ne pas le trier aujourd'hui, est-ce que ça a un impact finalement sur demain? C'est très compliqué en fait. Donc on voit bien qu'il y a une forme de distance, qui est une forme de distance psychologique en fait, à ne pas le faire. Donc c'est pour ça que je dis en fait, finalement, c'est peut-être important de tout ce que je peux faire petit à petit, chaque jour peut-être un petit peu plus, etc. Ben, il faut le faire. C'est bien ça en fait le message qui est passé aujourd'hui. Après, c'est de notre responsabilité. On revient à la définition de la responsabilité d'Anne tout à l'heure. Oui. Est-ce que je suis responsable vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres? Voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Marc. D'ailleurs, j'allais dire la même chose. Et Anne l'a bien expliqué tout à l'heure. La responsabilité, elle est à deux niveaux. Elle est de son point de vue, pour soi et pour les autres. Et ce que vient de dire Jean-Marc, ça illustre exactement ce qu'a expliqué Anne tout à l'heure. Si chaque personne dans sa vie fait des petits actes, c'est les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières. S'ils font l'effort de quelques petits actes, c'est déjà énorme. Parce que, encore une fois, si tout le monde se met à faire ses actes, à son niveau, dans son cadre, et comme il le peut, ça sera déjà beaucoup. Ça sera déjà beaucoup. Et ça part d'un état d'esprit. Aujourd'hui, ce qu'on disait, hein, c'est un changement de paradigme. Si on veut changer, si on veut que les choses aillent mieux sur notre planète bleue, et qu'elle reste bleue, qu'elle ne devienne pas grise, eh bien, je pense que c'est l'affaire, encore une fois, de tous, comme on le dit, et je pense que c'est de la responsabilité de tous. On est tous responsables, mais on ne peut pas forcément agir tous de la même manière. Anne a dit aussi que plus on a de pouvoir, plus on se sent responsable. C'est vrai. Pourquoi? Parce que plus on a de pouvoir, normalement, plus on a de moyens. Donc, plus on peut agir. Mais c'est pas grave. Si on a des petits moyens, on agit petitement. Si on a des moyens, on agit de façon moyenne. Si on a des grands moyens, on essaye d'agir de façon plus importante. Et tout ça mis bout à bout, ça permet d'avancer. Oui, moi je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Quand je parle de tout changer au niveau individuel, un individu ne peut pas changer tous ses comportements d'un coup. Donc je pense qu'il faut y aller progressivement. Sachant qu'à Montpellier Management, c'est un peu la même question, hein, c'est-à-dire qu'on a mis en place des choses petit à petit. Par exemple, il y a des fontaines à eau, pour reprendre l'exemple des bouteilles d'eau, maintenant dans les couloirs pour les étudiants, ça peut être j'achète plus de bouteilles d'eau. Voilà, je pense qu'il y a l'idée de commencer par de petites actions et peut-être des actions qui me semblent les plus simples et puis petit à petit d'avoir d'autres actions derrière, quoi. Un exemple très concret par rapport à ce que dit Marie-Christine, aujourd'hui, je vois de plus en plus de jeunes, moi j'ai des enfants, 3 enfants, ils ne prennent plus de bouteilles d'eau en plastique, ils prennent des gourdes métalliques ou en verre et ils se promènent avec leur café ou leur thé, comme ça, et de plus en plus de jeunes dans la rue, je les vois, ils ont leur gourde et ils utilisent que leur gourde. Ils n'utilisent pas. Il y en a qui utilisent aussi encore du plastique, c'est pas grave, et puis c'est immanquable.
mais ça va disparaître au fur et à mesure. Ça prend du temps, donc, mais c'est normal. Voilà. Mais si tout le monde fait un effort, ça peut aller que dans le bon sens. Moi, je dois dire aussi, en fait, nous créons une chaire, et le but d'une chaire, donc on est à l'université, hein, c'est donc de réaliser des recherches. Et les recherches sont là pour essayer de comprendre les comportements. Nous avons une mission d'aider ces comportements, mais en particulier en les comprenant. Et nous allons essayer de comprendre ce qui est susceptible de changer, de transformer les comportements. Alors, qu'est-ce qui amènerait des personnes à changer de comportement? On observe, on travaille notamment en marketing, hein, c'est vraiment le rôle du marketing, hein, on analyse les attitudes, on essaie de comprendre les différentes composantes. Comment l'apprentissage s'est-il noué pour se comporter de telle façon? Comment dénouer cet apprentissage? Doit-on parler à la tête, au cognitif? Doit-on raisonner quelqu'un? Bon, doit-on lui parler en termes d'affectif, aux émotions? Mais alors, est-ce qu'on le culpabilise? Est-ce qu'on lui donne envie? Est-ce qu'on lui donne des gestes précis, le conatif, les actes? Quoi faire? Donc, nous, très exactement dans notre chaire, avec notamment ce baromètre, voire c'est un baromètre, hein, c'est une approche donc qui va être longitudinale, on va le répéter régulièrement, on va essayer d'identifier des tendances, des orientations. Donc il y a la situation actuelle, mais il y a aussi l'idée de à quoi les consommateurs vont-ils être sensibles. Alors moi je pense que quand on est sur les comportements, les attitudes, c'est quand même un peu compliqué, hein, on n'est pas... c'est quand même un peu compliqué. Oui, parce qu'il y a l'affect aussi qui entre en lui. Voilà, il y a l'affect, et après il y a d'autres phénomènes aussi, il y a une question aussi de probation sociale, il y a l'identité, hein, qui suis-je en faisant cela? Parce que c'est très difficile, comme on l'a vu, hein, d'associer sa petite contribution à cette colibri, ma petite contribution à l'effet global, et on pourrait être découragé de cela. Mais ce qui compte beaucoup quand même aussi, c'est la question de probation sociale. Est-ce que je le fais? Est-ce que les autres le font? Si tout le monde le fait, donc on a quand même beaucoup ce regard vis-à-vis des autres. Donc nous, on doit essayer de constater ces éléments, de voir les effets qui seraient susceptibles. Mais malgré tout, on est quand même, suffisamment maintenant mûr, hein, pour avoir observé déjà des situations dans lesquelles les comportements bougeaient. Oui. Donc, quand même, on a un grand espoir de pouvoir contribuer. Nous, plus particulièrement, en relation avec vos clients et en les accompagnant, en les incitant, en les encourageant à respecter aussi ce qui va être attendu d'eux. Puisque malgré tout, il y a quand même aussi ce rapport de développement durable qui va devoir être réalisé par des entreprises désormais plus petites qu'auparavant. Oui. Hein, peut-être tu pourras en parler dans cette... Oui, c'est un exemple important, effectivement. Les entreprises, comme le dit Yann, je ne suis pas rentré dans le détail, c'est un peu technique, mais on peut en parler quelques secondes, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un périmètre qui va être bientôt de 250 personnes, donc toutes les entreprises qui ont plus de 250 personnes avec un seuil de chiffre d'affaires et de total de bilan vont devoir effectuer un rapport de durabilité qui sera contrôlé par des commissaires aux comptes, on appelle les commissaires aux comptes. Et avant, le seuil était beaucoup plus élevé, et là, c'est les nouvelles lois européennes qui sont passées et qui viennent de passer en début d'année et qui vont inciter les entreprises à être plus transparentes, à être comparables, à pouvoir se comparer les unes aux autres et d'une année sur l'autre. Et grâce à ces nouvelles normes et à ces nouveaux règlements, qui sont encore plus contraignants, certes, mais qui vont quand même améliorer normalement le comportement des entreprises sur ces sujets de RSE, qui vont devoir intégrer dans nos autres. On a deux questions dans le chat. Je vais commencer par la deuxième parce qu'elle rebondit un peu sur ce que vous avez dit. C'est une question de Samy qui nous dit, vous avez cité M. Jancovici et M. Ferrandi a notamment montré, il me semble que les Français étaient maintenant sensibles au thème de l'écologie. Cependant, vous savez donc que d'après M. Jancovici, que notre vitesse actuelle d'action est quand même assez à l'ouest de la gravité actuelle de la situation. Que pouvons-nous faire nous, concrètement, en étant des futurs membres actifs de la société, dans des postes à responsabilité, pour faire avancer grandement le combat écologique? Y a-t-il des postes à privilégier, des formations nécessaires à vos yeux aujourd'hui? Je pense que la question est pour vous et pour M. Ferrandi. Jean-Marc, vas-y, je parle là. Alors, oui, super, merci. Donc, merci à Samy. Je crois qu'à Saint-Augustin, il disait en fait, il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Voilà. Ça pose le débat, mais finalement,
On peut le faire de différentes façons. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis responsable marketing dans une entreprise. Je suis responsable de l'innovation dans une entreprise agro. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un produit éco-innovant ou est-ce que je fais un produit innovant qui va plaire à beaucoup de monde? Encore plus de monde, etc. Donc, quelle est ma pierre en fait? En fait, c'est des choix individuels en fait. Hein. Pour répondre concrètement, j'en sais rien. D'accord? Mais par exemple, à Nantes, les étudiants participent à un concours d'éco-innovation alimentaire. D'accord? Où ils vont rentrer en fait par l'enjeu qui est pour eux essentiel et comment ils vont être capables, à travers quelque chose qui les engage fortement, de pouvoir créer une société pour devenir entrepreneurs, créer leur société avec quelque chose qui fait sens. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est une action concrète de jeunes aujourd'hui de votre âge, en fait, hein, d'accord, qui vont se lancer. Ben, je vais lancer grâce à ça, ben, par exemple, je sais pas moi, le premier substitut alimentaire au tabac. Je vais lancer un produit, par exemple, aujourd'hui, mais on parle de l'environnement, l'écologie, mais c'est le social, hein, le durable. Par exemple, il y a une société qui s'est créée qui cherche à améliorer le bien-être féminin pour toutes les périodes prémenstruelles et menstruelles. Avec un produit alimentaire, donc elles ont la solution, hein, donc voilà, et c'est un produit qui a été racheté par Nestlé, en partie, pour les droits en tous les cas. Voilà, c'est-à-dire que là, derrière, tout d'un coup, pourquoi est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi personne ne s'était posé à cette question-là avant? Donc, c'est une réponse, en fait, je réponds un peu, enfin, un peu spécialement, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, par exemple, dans mon produit, on sait qu'il y a des coproduits aujourd'hui, il y a des drèches, qu'est-ce que je peux faire avec ces drèches? Quand je suis, moi, un brasseur, hein, c'est une activité peut-être qui vous intéresse, vous êtes peut-être des grands spécialistes des bières. Ben voilà, derrière, quand je suis brasseur, j'ai des tas de coproduits, notamment des drèches, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les intègre dans un biscuit ou pas? Quand vous étiez à la présentation de la chaire, enfin, quand il y a eu la présentation de la chaire, il y avait Marie Epp, hein, qui est une ancienne étudiante de Nantes, qui a créé sa société, Anti-Gaspi. C'est un engagement fort d'elle aujourd'hui. Elle, quand elle était étudiante, elle n'a jamais acheté un seul habit, par exemple, neuf. C'était toujours des habits de seconde main, voire troisième main. Donc voilà, une réponse concrète quelque part. Mais aujourd'hui, elle s'est engagée sur l'anti-gaspillage alimentaire. Elle fait ce qu'on appelle le l'upcycling. Donc en fait, elle récupère des pains invendus et elle va les transformer à travers son process industriel pour en faire ce qu'on appelle la graine de pain, donc de la farine en fait. Hein. Donc elle va remplacer une partie, elle remplace 30% de la farine. Elle fabrique des biscuits pour le petit déjeuner et pour l'apéritif. Et, pour fabriquer ces biscuits, 30% de la farine qu'elle a récupérée, elle remplace 30% de la farine par cette graine de pain. Et ça, c'est un vrai challenge au jour le jour, c'est un vrai engagement. Voilà une réponse par des exemples concrets, d'accord, qui peuvent être faits soit dans ma vie de tous les jours, soit dans l'action que j'ai, moi, au niveau de l'entreprise. Alors, pour accompagner et compléter ce que dit Jean-Marc sur la question qui est fort intéressante. Alors, Jean-Marc Jancovici, c'est un personnage effectivement très connu. Il a écrit une BD en collaboration avec une personne qui s'appelle Un monde sans fin, que je vous invite à lire, hein, d'ailleurs, qui est assez complète, qui est assez riche, que j'ai acheté pour la mettre au bureau, donc dans notre cafétéria, et qui rencontre un certain succès. Donc, tous les salariés de RSA ont accès à cette BD. Et Jean-Marc Jancovici, donc, c'est un garçon très intelligent, hein, et il a plein de bonnes idées. Et il réfléchit à tout ça depuis au moins une quinzaine d'années et il a des accès haut placés dans la société. Il est venu aux assises des commissaires aux comptes qui avaient lieu à Rennes en décembre 2022 et il est venu nous faire un speech. Alors, il faut voir que Jean-Marc est quelqu'un qui grossit un peu le trait parce que d'abord, il connaît très bien le sujet et puis il a envie que les choses avancent. Bon. Donc, tout ce qu'il dit, c'est très vrai, c'est très pertinent, mais il grossit quand même le trait. Bon. C'est vrai que n'est pas forcément en avance par rapport aux objectifs posés dans la question et que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure en 2050, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et qu'il faut s'en inquiéter. Comme vient de l'expliquer Jean-Marc, il y a de très belles initiatives. Comment est-ce qu'on peut être responsable? Déjà, par les initiatives qu'a évoquées Jean-Marc, moi je vais en évoquer une ou deux autres. Il y a une initiative, et ça c'est sur la partie sociale et sociétale, qui a été créée il y a quelques années, qui s'appelle les Cafés Joyeux, qui est sur le monde du handicap, et notamment du handicap mental, où un garçon comme Yann Bucaille, c'est le créateur des Cafés Joyeux, qui habite en Bretagne, a créé ce concept qui consiste à intégrer les personnes porteurs de handicap mental
à la société, c'est-à-dire avec des gens dits normaux, dans une société qui est un café, une brasserie, pour les faire travailler, pour les intégrer, pour les faire vivre avec le monde dans lequel ils sont. Parce que ces gens sont dotés de grandes richesses, et des richesses que nous, on n'a pas forcément, et il est quand même vraiment de notre devoir de les intégrer et de ne pas les cantonner dans des tâches qu'ils pourront faire ou qui ne sont pas considérées comme aptes à faire. Donc je trouve que cette idée des cafés joyeux est quand même assez extraordinaire, parce qu'elle permet à ces jeunes trisomiques de travailler avec tout un chacun dans une entreprise, voilà, en tout cas les cafés joyeux, où ils servent d'ailleurs entre parenthèses du très bon café, du café bio. Et voilà. Bon. Après, les autres initiatives, bien, je vous invite à vous rendre en septembre prochain au Salon Pro Durable à Paris. Bon, c'est un voyage peut-être un peu loin pour vous, mais maintenant, avec les moyens de transport, et notamment le TGV, qui est le moyen le moins carboné qui soit, hein, ne prenez pas l'avion, s'il vous plaît, à cause de l'empreinte carbone, c'est le salon presque européen de la durabilité et de la RSE, qui existe déjà depuis plusieurs années. J'étais à celui de septembre dernier et je vous invite à y venir parce que c'est ouvert à tous. Et là, vous aurez des entreprises, des particuliers, des écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est aussi dans la question. C'était dans une autre question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme études? Vous avez des masters maintenant de plus en plus dans les universités, y compris à l'université de Montpellier, mais il y a aussi des masters dans plein d'universités en France sur la partie de la RSE, de la durabilité et de l'engagement social, sociétal et gouvernance. Vous avez des écoles aussi d'ingénieurs qui développent aussi, les grandes écoles, mais aussi plein d'autres ENSI qui développent maintenant des voies et des masters sur la durabilité et sur la RSE. Dans les écoles de commerce aussi, il y a de plus en plus de thèmes sur la durabilité qui sont développés. Donc, ça foisonne partout. Mais pourquoi ça foisonne? Pas seulement parce que c'est à la mode, mais c'est parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire que nous, dans les entreprises, on recherche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des sachants et des gens qui sont intéressés par le sujet, par tout le sujet de la responsabilité, et notamment de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, bien évidemment que, comme le dit Jean-Marc, il faut s'activer, mais tout le monde peut s'activer à son niveau et il y a plein de moyens de s'activer avec des innovations, comme l'a évoqué Jean-Marc, comme je l'ai évoqué, et comme il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des innovations en matière de RSE qui sont formidables et qui sont... Merci pour cette réponse. On a une autre question de Mathis. Mathis, qui est là-bas. Vous nous avez parlé de consommation responsable, mais comment plus et mieux sensibiliser et comment mettre plus en avant ces pratiques? Alors, sans prendre l'exemple concret, je pense à une chose, là, je te disais, la chair. Nous, comment peut-on faire? On peut pas, parce qu'il y a vraiment, là, parlant tous ensemble, on voit bien qu'il y a cette notion de responsabilité. Qui c'est qui se sent responsable? On est dans un monde de consommation, on enseigne la gestion, le management. D'accord? Donc, ça nous place quand même, là, on a une entreprise, expert comptable, voilà, ça nous place, donc, que peut-on faire? Quelquefois, on entend, si vous voulez, soit les consommateurs, mais qui sont toujours comme piégés par les entreprises. Oui, mais simplement, s'il s'avère que c'est une vraie attente des consommateurs, les entreprises aussi se rangeront à leur attente. Je crois qu'il faut faire attention, hein, parce que tout ça est assez lié entre ce que l'offre des entreprises, les attentes des consommateurs, et on ne doit pas se renvoyer. Chacun a la responsabilité, ce qu'on déjà, le baromètre fait apparaître qu'on se renvoie un peu la responsabilité, puisque le baromètre montre que pour les entreprises qui sont saines, qui se comportent bien, oui, c'est normal, elles doivent faire ça. Et quand elles se comportent mieux, bon, d'accord, si elles se comportaient mal, on les quitterait. Si elles se comportent bien, bon, ok, on continue de rester, mais enfin, on veut que les prix soient bas, etc. Donc, je crois que chacun doit faire très attention. On a des attentes qui sont paradoxales. Mais en tout cas, ce qu'on peut apprendre, nous, en tant qu'universitaires, quand on regarde comment on peut faire modifier des comportements, eh bien, il y a des approches, il y a des approches institutionnalistes qui travaillent sur ces éléments-là. Et donc, la question, c'est qu'il y a des isomorphismes. Donc, il faudrait finalement qu'on finisse par se ressembler et avoir les mêmes comportements les uns les autres, des responsables, des consommateurs, etc. Et donc, vous avez des isomorphismes qui sont coercitifs.
Faut-il imposer, interdire? Et quelquefois, on a beaucoup d'aspirations en se disant, il faut interdire, c'est dangereux. Ou alors là, imposer aux entreprises qu'elles rendent compte de leurs activités. Et souvent, malheureusement, on attend des règles et quelqu'un, un gendarme, qui impose. C'est une forme d'évolution. Hein. C'est l'évolution, c'est l'isomorphisme coercitif. Ensuite, on a l'isomorphisme normatif. Normatif, ça veut dire qu'on va partager des normes au fur et à mesure. C'est un peu ce qu'on essaie de faire là. Tous les masters, et vous l'avez dit, et tu l'as dit Christophe, dans toutes les universités désormais présentent des masters, des formations à la RSE, etc. Ceci va faire un ensemble de concepts et de notions qui seront partagés par vous, jeunes étudiants, vous allez parler de la même chose, tout le monde en parlera. Il sera impossible de ne plus en parler. Donc là, on a une espèce de préoccupation globale par le fait de créer des normes et de les partager. Et puis ensuite, donc ça c'est des isomorphismes normatifs dans les écoles, notamment de commerce, etc. Puis après, on a un isomorphisme mimétique, c'est-à-dire que là, on se comporte en regardant aussi comment les autres se comportent. Et au bout d'un moment, il sera très mal vu et très difficile de se comporter d'une façon totalement déconnectée des réalités de l'environnement. Donc on pense qu'avec ces trois isomorphismes, les choses vont évoluer. Je voudrais ajouter aussi que tous ces sujets qui sont évoqués depuis maintenant pas mal d'années et de plus en plus, notamment les peurs liées aux incidences climatiques, à la biodiversité, nos océans, etc., et nos entreprises et notre vie, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de messages qui sont des messages un peu négatifs, des messages sombres, noirs, et qui peuvent inciter à la peur ou à la crainte ou à la non-action, à ne pas pouvoir agir. Pourquoi? Parce qu'on est paralysé, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, il ne faut pas avoir peur, parce que tout va bien se passer. On est quand même des gens, des êtres humains pensants, enfin, des animaux intelligents, des êtres pensants. Ça dépend comment on le prend. Et donc, on va arriver à s'en sortir. On va tous arriver à s'en sortir, mais il faut juste réfléchir, il faut juste être responsable, se sentir responsable à son niveau, à son degré. On ne demande pas de sauver la planète. Évidemment, ce n'est pas une personne qui va sauver la planète, on n'est pas dans un blockbuster américain, mais de chez Marvel ou compagnie, mais encore une fois, c'est chacun qui va pouvoir, à son niveau, à son échelle, faire avancer les choses. Voilà. Et surtout, ne pas avoir peur, parce que je trouve et je constate que dans tous les colloques auxquels je vais, ou toutes les conférences, il y a quand même souvent des discours un peu alarmistes sur l'avenir. Et l'avenir, c'est vous, l'avenir, c'est nos enfants, sont nos petits-enfants, c'est les générations d'après. Et nous, on souhaite que ces générations vivent dans un environnement qui soit sain et le plus heureux possible. Mais ça pourra se faire que si on est tous engagés. Mais il n'est pas nécessaire de le faire dans la peur ni dans la crainte. Pour apporter peut-être un complément de réponse, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif des travaux de la chaire. Alors c'est vrai qu'on constate que tout le monde sait qu'il faut changer de comportement, mais les gens ne le font pas. Ben, notre objectif, c'est de comprendre ça. Ça s'appelle d'ailleurs en recherche le Green Gap. C'est pourquoi les gens ne changent pas de comportement, mais parce que c'est compliqué. Effectivement, je pense qu'il faut essayer de savoir pourquoi le comportement n'est pas adopté. Ça dépend dans quel domaine d'ailleurs, hein, parce qu'il y a le numérique, il y a tout ce qui est empreinte carbone, etc. Il y a quand même plusieurs choses dans tout ce qui est consommation responsable. Et pourquoi pas également agir vers les plus jeunes. Alors il y a les étudiants, mais peut-être avant également. Je pense que c'est une sensibilisation de long terme. Alors sur les étudiants, tout le monde y réfléchit, hein, les écoles, les universités. Nous, par exemple, à MoMA, on essaye d'avoir dans toutes les formations une sensibilisation au développement durable et à la RSE. Il y a la fresque du climat qui a été faite cette année dans plusieurs parcours et l'idée de la généraliser. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites et je pense que ce sont des actions de long terme. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sur les personnes qui sont en distanciel, est-ce que vous avez des questions? Oui, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions.
je ne sais pas si on est proche peut-être de conclure. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'avec la chère Maraison, RSA Cro a l'intention d'avancer sur ce sujet. Donc, on va continuer à créer des événements qui sont évidemment tournés vers le sujet de la responsabilité marketing et du bien-être, évidemment. Tout ça, c'est lié au sujet de la RSE, globalement, sachant que nous, notre objectif, c'est d'être concret et de pouvoir avoir l'adhésion des étudiants comme des entreprises. Donc, c'est pour ça, c'est aussi l'objet et l'intérêt et l'objectif de notre partenariat avec Maraison, c'est encore une fois d'avoir une mixité entre le monde des sachants, le monde de l'université, du savoir et l'entreprise, où on concrétise ce qu'on a su, ce qu'on a appris, et on continue d'apprendre, évidemment. Et donc, il est donc essentiel pour nous de continuer et d'avancer sur ce thème. Et donc, on proposera au fur et à mesure de notre partenariat des actions concrètes, des événements, de façon à vous dire comment on avance sur ces sujets et par quel biais, avec quels outils. Parce que les outils, on n'en a pas parlé, mais c'est essentiel. Les outils pour mesurer les empreintes carbone, pour savoir comment, comme le disait Jean-Marc aussi, on peut faire telle ou telle chose. Il y a le baromètre, évidemment, qui a été développé aujourd'hui dans ce webinaire, mais il y a beaucoup d'autres outils aussi qui sont à notre disposition aujourd'hui.